Je m'appelle Claire Lefebvre. J'avais 35 ans, j'étais directrice financière et l'unique parent d'une fille de 2 mois nommée Sophie quand une collision sur l'autoroute m'a conduite à l'hôpital avec une commotion cérébrale, une fracture du poignet et 2 côtes fêlées. Mais l'accident n'a pas été le moment où j'ai réalisé que ma vie était bâtie autour de personnes sur lesquelles je ne pouvais pas compter. Cela s'est produit plus tard, quand j'ai appelé mes parents depuis l'hôpital pour leur demander de s'occuper de Sophie jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi en toute sécurité. Mon père a refusé. Mon frère, Julien, partait enfin en voyage à Hawaï, m'a-t-il dit, et il n'allait pas l'annuler. Alors, depuis mon lit d'hôpital, j'ai trouvé une garde d'enfants professionnelle spécialisée dans les nouveau-nés, autorisé une inconnue à entrer chez moi et mis fin aux 4 900 $ que j'envoyais à mes parents chaque mois. Je croyais comprendre ce que leur refus signifiait. Puis ma grand-mère est entrée dans ma chambre d'hôpital, portant un registre comptable rouge. Elle m'a dit que l'argent n'avait jamais servi à ce que mes parents prétendaient. Ce qu'elle savait a transformé une nuit terrible en quelque chose de bien plus vaste. Avant de vous ramener sur l'autoroute, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Si vous avez déjà découvert que les promesses de quelqu'un disparaissaient au moment où vous en aviez vraiment besoin, vous comprenez déjà pourquoi cette histoire est importante. Pour comprendre pourquoi ce registre m'a retourné l'estomac, je dois vous ramener à moins d'1 heure avant la collision. Nina Moreau se tenait dans ma cuisine avec Sophie contre son épaule quand j'ai pris mes clés. « Tu pourrais me laisser aller chercher l'ordonnance demain ?» a-t-elle dit. Nina habitait à 2 maisons de chez moi et travaillait comme ergothérapeute pédiatrique. Elle comprenait les enfants, respectait les routines et était devenue l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance totale avec ma fille. Je serais parti 20 minutes. Tu as dit ça la dernière fois. La pharmacie est à 12 minutes de route. Ça ne fait toujours pas 20 minutes aller-retour. J'ai regardé Sophie. Ses yeux étaient fermés, une petite main blottie entre sa joue et la chemise de Nina. Devenir mère avait été une décision mûrement réfléchie pour moi. Je n'y étais pas arrivé par hasard et je n'avais pas supposé que d'autres personnes en porteraient le fardeau. J'avais attendu d'être financièrement stable, j'avais soigneusement organisé mon congé de maternité, créé un fonds d'urgence et fait des recherches sur tout, du sommeil du nourrisson à la future garde d'enfants. Mes parents savaient que je prévoyais de devenir mère célibataire. Ils ne l'avaient pas seulement accepté, ils l'avaient célébré. Mon père avait promis que si une urgence survenait, je n'aurais jamais à me demander qui s'occuperait de Sophie. Ma mère avait dit la même chose si souvent que je les avais inscrits comme mes contacts d'urgence principaux. Cet après-midi-là, le plan semblait solide. Nina resterait avec Sophie pendant que j'irais chercher une ordonnance. Je reviendrais avant la prochaine tétée, et le reste de la soirée serait ordinaire. J'ai posé ma main sur le dos de Sophie et senti le doux mouvement de sa respiration sous son pyjama. Appelle-moi si elle se réveille. Nina a souri. Claire, tout ira bien. Je l'ai cru. J'étais à plusieurs kilomètres de chez moi quand la circulation a ralenti. La route était humide, mais la pluie avait cessé. Les pneus chuchotaient sur le bitume, les feux de freinage brillaient en longues lignes rouges devant moi. Je me souviens avoir relâché l'accélérateur. Puis est venu l'impact. Le métal s'est plié quelque part derrière moi. Ma ceinture de sécurité s'est bloquée sur ma poitrine. La voiture a tournoyé, et le monde extérieur au pare-brise est devenu un mélange d'asphalte mouillé, de phare et de la barrière de béton. Quand la voiture s'est arrêtée, il n'y a pas eu de silence dramatique. Des klaxons ont retenti. Quelqu'un a crié. Mon moteur faisait un faible cliquetis mécanique. Pendant plusieurs secondes, je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal à la main ou pourquoi respirer était si douloureux. Puis j'ai pensé à Sophie. Mon téléphone était tombé sous le siège passager. J'ai tendu la main pour l'attraper, mais une douleur fulgurante a parcouru mon poignet jusqu'à mon coude. J'ai réessayé et j'ai failli m'évanouir. Un homme est apparu à l'extérieur de la fenêtre et m'a fait signe de ne pas bouger. Mon bébé, ai-je dit. Il ne pouvait pas m'entendre à travers la vitre. Les mots sont sortis à nouveau, plus fort cette fois. Mon bébé est à la maison. Le temps que les ambulanciers arrivent, j'avais répété le numéro de téléphone de Nina si souvent que l'un d'eux l'a écrit au dos de son gant. Ils m'ont assuré qu'ils la contacteraient. Ils m'ont dit de garder la tête immobile. Ils m'ont demandé mon nom, la date, et si je savais où j'étais. J'ai répondu correctement à tout, mais la même pensée revenait sans cesse à travers chaque question.
Nina avait accepté de rester 20 minutes. Je n'avais aucune idée de la durée de mon absence. À l'hôpital, l'examen s'est prolongé en scanner, question, une attelle au poignet et des vérifications répétées de mes pupilles. Chaque respiration tirait sur mes côtes. Quand une infirmière m'a finalement dit que je resterais en observation pour la nuit, je l'ai dévisagée comme si elle n'avait pas compris le problème. J'ai un bébé de 2 mois. Je sais. Je ne peux pas rester pour la nuit. Avec la commotion et vos blessures, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital en toute sécurité. Elle est à la maison avec une amie. L'infirmière a rapproché une chaise. Y a-t-il une autre personne que vous pouvez appeler pour s'en occuper? Cette question aurait dû être facile. Mes parents vivaient à moins de 30 minutes de chez moi. Ils étaient à la retraite ou ne travaillaient que quelques heures. Ils avaient les clés, les fournitures pour bébé, une autorisation écrite pour obtenir des soins médicaux pour Sophie, et plus d'une promesse qu'ils viendraient chaque fois que j'en aurais besoin. Je vais les appeler, ai-je dit. Avant que je ne puisse le faire, le nom de Nina est apparu sur mon écran. L'ambulancier l'avait jointe. Sophie était en sécurité. Nina avait déjà préparé ce qu'elle pensait être nécessaire si elle devait déplacer le bébé, mais je lui ai demandé de rester chez moi où tout était familier. Je suis tellement désolé, lui ai-je dit. Arrête de t'excuser. À quel point es-tu blessé? Il me garde pour la nuit. Il y a eu une pause. Nina ne s'est pas plainte et n'a pas fait en sorte que la situation tourne autour d'elle. Elle a simplement commencé à identifier ce qui était possible. Je peux rester pour l'instant, a-t-elle dit. Mais j'ai mon propre enfant à ramener à la maison et des patients demain matin. Si tes parents peuvent prendre le relais ce soir, j'attendrai qu'ils arrivent. Ils le feront. Je l'ai dit sans hésitation. Nina a fait confiance à ma certitude parce que j'y croyais moi-même. J'ai d'abord appelé ma mère. L'appel est resté sans réponse. J'ai appelé mon père, et il a répondu à la 4e sonnerie. Claire, j'ai eu un accident. Le bruit de fond a disparu. Quel genre d'accident? Sur l'autoroute. Je suis à l'hôpital. Est-ce que tu vas bien? J'ai une commotion et quelques fractures. Il me garde pour la nuit. La voix de ma mère venait de quelque part près de lui. Où est Sophie? Elle est à la maison avec Nina. Elle est en sécurité, mais Nina ne peut pas rester toute la nuit. J'ai besoin que vous alliez chez moi et que vous vous occupiez de Sophie jusqu'à ce que je puisse organiser quelque chose à plus long terme. Un silence a suivi. Au début, j'ai supposé qu'il traitait la situation. Mes parents s'étaient déjà occupés de Sophie. Ils savaient où tout se trouvait. Mon père avait lui-même installé la base du siège auto dans leur voiture. Puis il a expiré. Claire, nous ne pouvons pas. Je me suis déplacé dans le lit d'hôpital, et une douleur s'est resserrée sous mes côtes. Que veux-tu dire? Nous partons pour l'aéroport tôt demain matin. J'avais oublié Hawaï. Julien parlait de ce voyage depuis des mois. Mes parents l'avaient décrit comme une opportunité qu'il méritait après plusieurs années difficiles. Ils voyageaient avec lui, payaient les repas, surclassaient les hébergements et traitaient ses vacances comme la preuve que sa vie allait enfin de l'avant. Je ne vous demande pas d'annuler tout le voyage, ai-je dit. J'ai besoin de quelqu'un avec Sophie ce soir. Vous pouvez rater un vol et en prendre un autre après que nous ayons organisé la garde. La voix de mon père s'est durcie. Ton frère part enfin en voyage à Hawaï. Nous n'allons pas l'annuler. J'ai regardé vers la porte, m'attendant à moitié à ce que l'infirmière revienne me dire que j'avais mal entendu. Papa, je suis à l'hôpital et Sophie est en sécurité avec Nina. Nina ne peut pas rester. Elle aide jusqu'à ce que vous arriviez. Ma mère a parlé plus fort pour que je puisse l'entendre. Si cela était arrivé n'importe quelle autre semaine, bien sûr que nous serions venus. Ça n'est pas arrivé une autre semaine. Je sais, ma chérie. Nous sommes terriblement désolés. Être terriblement désolé ne leur demandait rien. J'ai gardé une voix égale, car c'était ce que j'avais toujours fait quand ma famille faisait passer une situation déraisonnable pour raisonnable. Nous n'avons pas promis d'abandonner tous nos engagements, a dit mon père. C'est une urgence. Et nous avons déjà payé ce voyage. J'ai fermé les yeux. Ma tête me lançait contre l'oreiller. L'attelle au poignet semblait lourde. Quelque part dans le couloir, une machine a sonné 2 fois avant de se taire.
Mon père a continué, tu organises des choses compliquées pour vivre. Tu es doué pour ça. Passe quelques appels. Cette phrase était si familière que, pendant un instant, elle a presque fonctionné. Claire pouvait s'en occuper. Claire trouverait une solution. Claire n'avait pas besoin de ce dont tout le monde avait besoin. Ma mère a demandé si Sophie avait assez de lait maternisé et de couches. C'était le genre de question pratique dont elle pourrait se souvenir plus tard comme preuve qu'elle s'était souciée de la situation. Elle a tout, sauf les grands-parents qui avaient promis de venir. Claire a prévenu mon père. Non, je comprends. J'ai mis fin à l'appel. Mon pouce est resté sur l'écran sombre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone ni ne l'ai rappelé pour exiger une explication qui le transformerait en une autre personne. J'ai simplement senti quelque chose en moi devenir silencieux. Pendant la plus grande partie de ma vie, être l'enfant fiable avait été considéré comme un compliment. Quand quelque chose se cassait, je le réparais. Quand les plans échouaient, je m'adaptais. Quand Julien avait besoin d'une autre chance, on attendait de moi que je comprenne. Mes parents parlaient de son potentiel comme s'il s'agissait d'un investissement qui finirait par récompenser tout le monde. Ma stabilité était traitée différemment. Parce que j'avais une carrière et des économies, tout sacrifice que je faisais semblait indolore de l'extérieur. C'est ainsi que les virements de 4 900 $ ont commencé. 22 mois plus tôt, mon père m'avait appelé pour me dire que la retraite était devenue plus difficile que prévu. Le prêt immobilier consommait soi-disant la majeure partie de leurs revenus. Leur couverture médicale était prétendument inadéquate. Les charges et les dépenses essentielles augmentaient. Il n'a pas demandé un montant au hasard. Il a présenté 4 900 $ comme la différence mensuelle exacte entre la stabilité et le fait de tout perdre. Au travail, je n'aurais jamais approuvé une dépense sans examiner les pièces justificatives. Mais c'était ma famille, et mon père faisait passer la vérification pour une humiliation. Il a dit qu'il pouvait m'envoyer les factures si j'avais besoin de preuves, puis il a parlé de la douleur que c'était pour un parent d'être audité par sa propre fille. Je lui ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Le premier virement a quitté mon compte le lendemain matin. Après cela, c'est devenu automatique. Chaque mois, 4 900 $ étaient transférés sur le compte joint de mes parents sous une transaction que j'avais intitulée « Soutien familial ». 22 paiements, 107 800 $. Je connaissais le total parce que les chiffres me restaient en tête. Ce que je refusais de calculer, c'était le coût émotionnel de continuer. Mes parents me remerciaient de manière à garder l'arrangement vague. Ma mère disait parfois que je sauvais leur maison. Mon père décrivait l'argent comme la preuve que les familles qui réussissent se protègent les unes les autres. Julien savait que je les aidais, mais personne ne discutait du montant en sa présence. Chaque fois que mon père payait l'une des dépenses de Julien, il décrivait cela comme un soutien temporaire provenant de ses revenus de retraite. J'acceptais cette explication parce que la remettre en question aurait forcé une confrontation que j'avais passé ma vie à éviter. Quand je suis tombé enceinte de Sophie, les promesses de mes parents sont devenues plus précises. Ils se sont portés volontaires pour garder des fournitures pour bébé chez eux. Ils ont accepté l'autorisation d'urgence. Ma mère a annoncé à ses amis que Sophie aurait des grands-parents assez proches pour la rejoindre à toute heure. Mon père m'a dit que je n'élevais pas un enfant seul, je l'élevais avec une famille derrière moi. Même mamie Evelyne avait un jour essayé de me mettre en garde sur la différence entre ce que mon père disait et ce qu'il faisait. Je n'avais pas écouté. À l'époque, mon père avait passé des années à la décrire comme intrusive. Si elle posait des questions financières, il appelait ça du contrôle. Si elle contestait la façon dont Julien était protégé, il disait qu'elle créait la division entre frères et sœurs. J'aimais ma grand-mère, mais je la gardais à une distance prudente parce que je croyais que maintenir la paix était une forme de loyauté. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai finalement compris ce que la paix avait exigé de moi. J'ai rappelé Nina. Mes parents ne viennent pas. Elle est restée silencieuse moins d'une seconde. Très bien, alors. Il nous faut un autre plan. Pas de sermon, pas d'incrédulité, pas de tentative de me faire les défendre. L'infirmière m'a mise en contact avec une assistante sociale de l'hôpital qui m'a envoyé des informations sur une agence fournissant des services de garde de nouveau-nés agréés. Nina est restée avec Sophie pendant que je passais des appels. La première agence n'avait pas de disponibilité pour la nuit. La deuxième pouvait envoyer quelqu'un le lendemain après-midi, ce qui était trop tard.
La troisième m'a mise en relation avec Marion Vidal. Marion n'a pas offert de réconfort avant de poser des questions. Elle voulait l'âge de Sophie, la durée prévue, les modalités d'accès et la confirmation qu'un autre adulte responsable resterait à la maison jusqu'à son arrivée. Elle a expliqué ses qualifications, le processus de vérification des antécédents de l'agence et l'autorisation temporaire que je devais signer électroniquement. Sa précision m'a calmé plus que la sympathie ne l'aurait fait. Nina a examiné les informations de l'agence depuis ma maison. L'assistante sociale de l'hôpital a vérifié le contact. J'ai rempli l'autorisation avec une seule main fonctionnelle et j'ai payé pour une couverture immédiate. Quand j'ai rappelé Nina, je lui ai donné les informations sur l'arrivée prévue de Marion. Je resterai jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur et installée, a dit Nina. Tu n'es pas obligé. Je sais. C'est pour ça que c'est de l'aide, Claire, parce que je choisis ce que je peux réellement faire. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre jusqu'à ce que la boule dans ma gorge se dissipe. Merci. Sophie va bien. Prends soin de toi assez longtemps pour rentrer auprès d'elle. Après la fin de l'appel, j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran s'est brouillé brièvement, et j'ai attendu que ma vision se stabilise. Puis j'ai sélectionné « Paiement récurrent ». Soutien familial, 4900 $. Il y avait 22 virements effectués en dessous. Le prochain était déjà programmé. Mon doigt a plané au-dessus de l'option d'annulation. J'ai imaginé ma mère appelant en larmes. J'ai imaginé mon père m'accusant d'utiliser l'argent comme une punition. J'ai imaginé Julien entendant une version dans laquelle j'avais abandonné 2 parents retraités pour une seule faveur manquée. Puis j'ai imaginé Sophie dans 10 ou 15 ans. Je l'imaginais apprendre que l'amour signifiait accepter les mensonges parce que les affronter pourrait contrarier quelqu'un. Je l'imaginais apprendre que la personne la plus responsable devrait toujours absorber la blessure la plus profonde. Cette pensée m'effrayait plus que d'être seul. J'ai sélectionné « Annuler le virement récurrent ». Une fenêtre de confirmation est apparue. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appuyé sur « Confirmer ». Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune alarme n'a sonné. Personne n'est entré dans la chambre pour me dire si j'avais pris la bonne décision. La transaction a simplement disparu de mes paiements programmés. Mes parents ne le savaient pas encore. Je ne savais toujours pas que le prêt immobilier que je croyais aider à payer n'existait plus. Je ne savais pas que leur couverture médicale n'avait jamais créé le déficit qu'ils décrivaient. Je ne savais pas où la plupart de mon argent était réellement allé. Je savais seulement que 2 personnes qui avaient promis de venir en cas d'urgence avaient choisi de ne pas venir. C'était suffisant. Nina a appelé une fois que Marion est arrivée. Elle m'a montré Sophie dormant paisiblement dans son berceau et a confirmé que les références de l'agence correspondaient. Pour la première fois depuis la collision, j'ai permis à mon corps de se reposer contre le matelas. Puis Nina a posé une question. Y a-t-il quelqu'un que tu veux que j'appelle pour toi? J'ai failli dire non. Cette réponse était devenue automatique. Au lieu de cela, j'ai pensé à mamie Evelyne. Appelle ma grand-mère, ai-je dit. Dis-lui que je suis à l'hôpital. Demande-lui de venir si elle peut. Un peu plus tard cette nuit-là, des pas se sont arrêtés devant ma chambre. La porte s'est ouverte. Mamie Evelyne est entrée, vêtue d'un simple manteau gris, ses cheveux argentés soigneusement épinglés. Elle avait 81 ans, mais il n'y avait rien de fragile dans la façon dont elle me regardait. Ses yeux sont passés de l'ecchymose près de ma tempe à l'attelle autour de mon poignet. Puis elle a soulevé l'objet qu'elle portait. C'était un registre comptable rouge, usé au coin et maintenu par un élastique. Elle l'a posé sur la table roulante à côté de mon lit et a posé une main sur la couverture. Avant que tu n'envoies un centime de plus à tes parents, a-t-elle dit, tu dois savoir à quoi cet argent a vraiment servi. Pendant un moment, je ne pouvais que la fixer. Que veux-tu dire? Mamie Evelyne a retiré l'élastique du registre et l'a ouvert sur la table roulante. Dis-moi exactement ce que Richard a dit que tes paiements mensuels couvraient. Elle n'appelait presque jamais mon père, papa, en me parlant. Elle utilisait son prénom avec la précision de quelqu'un qui sépare l'homme qu'il était devenu du fils qu'elle avait élevé. Le prêt immobilier, ai-je dit. Leur couverture médicale, les charges, les dépenses de base. Il a dit qu'il leur manquait près de 5000 $ chaque mois. L'expression de ma grand-mère a changé, non pas en surprise, mais en reconnaissance. Claire, il n'y a pas eu de paiement d'hypothèque sur cette maison depuis 7 ans.
Une pression sourde a traversé ma poitrine. Ce n'est pas possible. J'ai payé le solde restant moi-même. J'ai cherché l'incertitude sur son visage. Il n'y en avait aucune. Quand? Il y a 7 ans. Tes parents sont propriétaires de cette maison, sans aucune dette. Mon premier instinct a été de les protéger. Peut-être que mon père avait contracté un autre prêt sur la propriété. Peut-être que le paiement avait changé. Peut-être que les informations de ma grand-mère étaient dépassées. Il m'a dit qu'il risquait de la perdre. Ce n'est pas le cas. Et leur assurance médicale? Ton père a une couverture pour retraités. Ta mère est incluse. Leurs dépenses supplémentaires sont loin de ce qu'il t'a décrit. La pièce semblait trop petite. Je me suis redressé, mais la douleur s'est emparée de mes côtes et m'a forcé à me rallonger. Grand-mère a tendu la main vers moi, puis s'est arrêtée avant de toucher lentement mon bras. Comment sais-tu tout ça? Parce que Jeanne m'a demandé de l'aider à vérifier leur compte. Ma mère avait toujours été à l'aise pour demander de l'aide pratique à ma grand-mère. Evelyne avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à tenir des registres financiers. Les chiffres ne l'intimidaient pas plus que les explications embarrassantes qui y étaient attachées. Elle croyait que la banque avait dupliqué plusieurs frais, a poursuivi grand-mère. Ce n'était pas le cas, mais pendant que j'examinais les relevés, j'ai vu des dépôts réguliers de ta part. Ma bouche s'est asséchée. Tu savais. Je savais que de l'argent venait de ton compte. Je ne savais pas ce que ton père t'avait dit que c'était. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu comprenais où ça allait. Que tu avais accepté d'aider la famille. Techniquement, chaque mot était vrai. J'avais accepté d'aider. On m'avait simplement donné une définition différente de la famille et une description différente du besoin. Grand-mère a tourné plusieurs pages. Des dates et des chiffres remplissaient chaque ligne de son écriture soignée. De petits onglets marquaient des groupes de relevés copiés sous la couverture arrière du registre. Je l'ai interrogé sur les paiements qui quittaient le compte, a-t-elle dit. Il m'a répondu que ce n'était pas mes affaires. Des paiements à qui? Elle a retiré le premier relevé et l'a placé devant moi. Plusieurs dépôts entrants étaient surlignés. Chacun correspondait à la date et au montant de mes virements automatiques. En dessous, il y avait des paiements sortants. Certains allaient directement à Julien. D'autres couvraient des comptes portant son nom. Il y avait des frais de véhicule, des soldes de crédit et des virements liés aux projets d'entreprise que mes parents avaient toujours décrits comme des « opportunités ». J'ai suivi les transactions avec mon doigt. Tout ça ne peut pas être pour lui. Tout n'est pas pour lui. Tes parents en utilisent une partie pour leur propre voyage et dépenses discrétionnaires, mais une part substantielle est allée à ton frère. J'ai regardé le relevé suivant, puis le suivant. Le même schéma apparaissait à plusieurs reprises. Mon virement entrait sur le compte. En quelques jours, des portions de celui-ci partaient pour Julien. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Grand-mère a regardé vers la fenêtre sombre de l'hôpital. J'aurais dû. Ce n'est pas une réponse. Non, ce n'en est pas une. Sa voix est restée stable, mais le regret y était entré. Ton père a dit que tu savais. Quand j'ai remis en question l'arrangement, il m'a accusé d'interférer entre ses enfants. Il a dit à Jeanne d'arrêter de m'apporter leur dossier. Après ça, ils ont commencé à me décrire comme contrôlante chaque fois que j'abordais le sujet. Je me suis souvenu des avertissements de mon père. Grand-mère vieillissait. Grand-mère pouvait être méfiante. Grand-mère ne comprenait pas comment les familles modernes géraient l'argent. Il ne m'avait jamais demandé de cesser de l'aimer. Il avait simplement fait en sorte qu'écouter ses paroles ressemble à une déloyauté. Je l'ai cru, ai-je dit. Je sais. L'appel de Nina avait changé la compréhension d'Evelyne. Elle savait que mes parents avaient refusé de s'occuper de Sophie pendant une urgence médicale. Elle savait qu'ils acceptaient toujours mon argent. Cette combinaison avait été suffisante pour la convaincre que, quoi que mon père prétende, je ne comprenais pas la vérité. Grand-mère s'est tournée vers un groupe de dossiers plus récents. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Un paiement à l'entreprise qui a organisé leur forfait pour Hawaï. J'ai examiné la date. Mon virement le plus récent était entré sur le compte peu de temps avant que les frais de voyage ne soient débités. Le solde avait été trop bas pour couvrir le forfait avant mon dépôt. J'ai vérifié les chiffres à nouveau.
Mon père m'avait dit que le voyage était la preuve que la vie de Julien s'améliorait enfin. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas le manquer parce que tant d'argent avait déjà été dépensé. Une partie substantielle de cet argent était venue de moi. Ils ont utilisé mon paiement pour Hawaï. Oui. Et ensuite, ils ont refusé d'aider Sophie parce qu'ils ne pouvaient pas annuler le voyage que j'ai aidé à financer. Grand-mère n'a pas adouci les choses. Oui. J'avais passé des années à croire que les faits créaient de la clarté. Si les chiffres étaient exacts, la décision devrait devenir évidente. Mais les faits n'empêchaient pas la douleur. Parfois, ils ne faisaient qu'enlever le dernier endroit où l'espoir pouvait se cacher. J'ai pensé aux 22 virements, 107 800 $. J'ai pensé à chaque fois que ma mère me remerciait de protéger leur maison. Chaque fois que mon père avertissait que manquer un paiement créerait de graves conséquences. Chaque fois que je reportais quelque chose pour moi-même parce que mes parents avaient besoin de stabilité. Mon virement ne les avait pas mis en sécurité. Il leur avait permis à tous les trois d'éviter la réalité. Julien pouvait continuer à croire que sa prochaine opportunité résoudrait tout. Ma mère pouvait continuer à se qualifier de pacificatrice. Mon père pouvait continuer à agir comme le pourvoyeur tout en utilisant mes revenus pour financer son autorité. Et je pouvais continuer à croire que le sacrifice m'avait enfin valu une place dans la famille. Grand-mère a refermé le registre à moitié. Que as-tu fait après leur refus? J'ai trouvé une garde d'enfants et j'ai annulé le virement. Pour la première fois cette nuit-là, une petite mesure de soulagement a traversé son visage. Bien. Ces mots auraient dû me réconforter. Au lieu de cela, les larmes sont finalement montées. Je ne me sens pas bien. Tu n'es pas censé te sentir bien. J'ai essuyé ma joue avec le plat de ma main non blessée. Ce sont mes parents. Je sais. Ils ont des dépenses. Oui. Et si tout arrêter leur fait du mal? Ça changera leur façon de vivre. Ça ne les laissera pas sans maison, sans couverture médicale ou sans nourriture. Elle a posé sa paume sur le registre. Il y a une différence entre permettre à quelqu'un d'affronter la réalité et le mettre en danger. Ton père a travaillé très dur pour te faire oublier cette différence. Je l'ai regardé. Savais-tu qu'il deviendrait comme ça? Non, la réponse est venue sans hésitation. Mais j'en ai reconnu des parties avant toi, et je suis restée silencieuse plus longtemps que j'aurais dû. Je pensais que le confronter en privé était suffisant. Ça ne l'était pas. L'honnêteté comptait plus que le réconfort. Grand-mère ne me demandait pas de croire qu'elle avait toujours fait ce qu'il fallait. Elle acceptait sa part sans essayer de transformer le regret en innocence. Elle est restée avec moi jusqu'après minuit. Nous avons examiné suffisamment de dossiers pour que je comprenne le schéma, mais elle a refusé de me laisser m'épuiser à lire chaque ligne. Les chiffres seront toujours là demain, a-t-elle dit. Tu dois te rétablir. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, l'accident revenait par fragments, les phares, le béton, la ceinture de sécurité se resserrant sur ma poitrine. Puis la voix de mon père l'a remplacée. Ton frère part enfin en voyage à Hawaï. Vers 4 heures du matin, je savais que mes parents allaient bientôt partir pour l'aéroport. J'ai ouvert un message pour eux deux. Je l'ai gardé court. Je leur ai dit que Sophie avait une garde professionnelle et qu'elle était en sécurité. Je leur ai dit que mamie Evelyne m'avait montré les dossiers financiers. Je leur ai dit que tous les futurs paiements avaient été annulés. Je leur ai demandé de ne pas contacter Nina, Marion, ou quiconque s'occupant de Sophie. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table. Il a commencé à sonner moins de 2 minutes plus tard. Mon père. J'ai laissé le premier appel s'arrêter. Il a rappelé. À la 3e tentative, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il exigé. Aucune question sur ma commotion. Aucune question sur mes côtes. Aucune question sur l'arrivée de la garde d'enfants de Sophie. J'ai assuré la garde de ma fille. Tu sais de quoi je parle. Oui, j'ai annulé le virement. Ma mère a dit quelque chose derrière lui. Des annonces d'aéroport résonnaient en arrière-plan. Ils avaient déjà quitté la maison. Ta grand-mère n'avait aucun droit de te montrer des dossiers financiers privés. Elle avait un accès autorisé à ces dossiers. Ça n'en fait pas les tiens. Les dépôts étaient les miens. Ce sont devenus des dons quand tu les as envoyés. J'ai regardé la telle autour de mon poignet.
Avez-vous utilisé mon dernier paiement pour Hawaï? Nous avons utilisé notre compte pour payer un voyage familial. Ce n'est pas une réponse. Nous n'allons pas justifier chaque dépense à notre fille. Vous les avez justifiées quand vous m'avez dit que vous aviez besoin de 4 900 $ pour garder votre maison et votre couverture médicale. Son silence a duré une seconde de trop. Puis son ton a changé. Tu savais que nous avions des dépenses. Je savais ce que vous m'aviez dit. Tu gagnes plus d'argent que n'importe qui dans cette famille. Nous aider ne te mettait pas en difficulté. La voilà. Pas un déni, un sentiment de dû. La vérité, telle que mon père la comprenait, était que la tromperie cessait d'importer si la personne trompée pouvait se permettre la perte. Vous pouviez vous permettre de rater le premier vol, ai-je dit. Vous avez quand même refusé. Ce voyage est prévu depuis des mois. Mon accident n'était pas prévu. Julien a eu quelques années difficiles. J'étais à l'hôpital, papa. Et tu as résolu le problème, exactement comme je savais que tu le ferais. Sa confiance en moi avait toujours été une autre façon de s'autoriser à me faire défaut. Ma mère a pris le téléphone. Claire, tout le monde est contrarié. Nous devons nous calmer avant de prendre des décisions que nous ne pourrons pas annuler. J'ai pris ma décision. Tu es blessée et émotive. Je suis blessé. Ça ne rend pas les relevés bancaires faux. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes utilisé. Alors pourquoi avez-vous menti? Nous ne le voyons pas de cette façon. Cette réponse m'a fait plus de mal qu'un déni. Ma mère en savait assez pour comprendre ce que l'argent ne payait pas. Elle avait entendu l'explication du prêt immobilier. Elle avait accepté ma gratitude chaque fois qu'elle disait que je sauvais leur maison. Et elle l'avait permis parce qu'examiner l'arrangement aurait nécessité de confronter mon père. Comment le voyez-vous alors, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Mon père a repris le téléphone. Nous en discuterons à notre retour. Il n'y a rien à discuter à propos des paiements. Ne menace pas cette famille parce que tu es en colère. Je ne menace personne. Je mets fin à quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter. Tu regretteras de traiter tes parents de cette manière. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Quelques minutes plus tard, ma mère a envoyé un message me demandant de reconsidérer avant la prochaine date de paiement. Mon père en a envoyé un plus long accusant ma grand-mère de créer délibérément un conflit. Aucun des deux messages ne demandait si j'avais besoin de quelque chose. Ils ont embarqué. Le voyage a continué. Ce matin-là, l'hôpital m'a laissé sortir avec des instructions que j'aurais trouvé impossibles à suivre sans aide. Je ne devais pas conduire. Je ne pouvais pas soulever de charge en toute sécurité avec mon poignet fracturé, et chaque mouvement brusque tirait sur mes côtes. Grand-mère m'a ramené à la maison. Marion a ouvert la porte avant que nous ne l'atteignions. Elle m'a fait un compte rendu concis de la nuit de Sophie, le genre de détail qui montrait clairement qu'elle avait été attentive. Nina était restée jusqu'à ce que Marion soit installée, exactement comme elle l'avait promis. Quand Marion a placé Sophie à côté de moi, je ne pouvais pas la tenir comme je le faisais normalement. J'ai posé mon bras valide autour d'elle pendant que des oreillers soutenaient le reste de mon corps. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé sans savoir que quoi que ce soit avait changé. J'ai pleuré alors, pas bruyamment. J'ai pressé mon visage contre le sommet de sa tête et laissé les larmes tomber dans ses cheveux doux. Grand-mère se tenait à proximité, mais elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Elle savait que ce n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de la permission de faire le deuil de quelque chose qui n'avait jamais été aussi réel que je le croyais. La pression a commencé avant que mes parents n'atteignent Hawaï. Mon père a envoyé des messages formulés comme des urgences financières. Il a prétendu que des dépenses prévues échoueraient. Il a prévenu que cesser le virement sans préavis était irresponsable. Grand-mère et moi avons examiné les dossiers à nouveau. Leur pension et leurs revenus couvraient leur maison, leur assurance, leur nourriture, leurs charges et leurs frais de transport normaux. Ce qu'ils ne pouvaient pas couvrir, c'était la vie construite au-dessus de ses besoins, les factures de Julien, les pertes commerciales répétées, les voyages, les surclassements, l'apparence de l'abondance. Je n'ai pas répondu. Puis Julien a appelé. Au début, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais éviter la conversation lui aurait permis de préserver la version des événements la plus confortable pour lui. J'ai accepté. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé.
Dis-moi. Papa dit que mamie a fouillé dans leurs informations bancaires et t'a convaincu de leur couper les vivres. Mamie ne m'a convaincu de rien. J'ai annulé le virement avant son arrivée. Alors tu as fait ça parce qu'ils ne pouvaient pas garder le bébé. Ils ont refusé de s'occuper de mon bébé de 2 mois pendant que j'étais hospitalisé. Ils avaient un vol. Je sais. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde arrête sa vie chaque fois que tu as un problème. J'ai laissé la phrase s'installer. Quelle partie de ce voyage as-tu payé? Je ne l'ai pas payé. Maman et papa l'ont fait. Avec l'argent que je leur ai envoyé. Il est devenu silencieux. Le savais-tu, ai-je demandé. Je savais que tu les aidais. Savais-tu qu'ils t'en envoyaient une partie? Ils m'aidaient parfois. As-tu jamais demandé comment 2 personnes à la retraite payaient tes dettes, tes frais de véhiculer ce voyage? Je supposais que papa avait de l'argent de sa retraite. Tu savais aussi que je leur donnais de l'argent. Ça ne veut pas dire que je connaissais tous les détails. Non, ça veut dire que tu as évité les détails parce qu'ils t'auraient peut-être obligé à dire non. Sa respiration a changé. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. J'ai passé des années à payer pour un système conçu pour t'empêcher d'être responsable de toi-même. Ça ne me rendait pas meilleur. Ça faisait de moi une partie du problème. Tu peux te le permettre. La même défense, une voix différente. Je pouvais me permettre le virement, ai-je dit. Je ne peux pas me permettre ce que ça apprend à ma fille. Il a eu un petit rire amer. Elle a 2 mois. Ce qui veut dire que j'ai encore le temps de changer ce qu'elle grandira en croyant. Je lui ai dit que j'attendais le remboursement de la partie des dépenses d'Hawaï financées par mes virements. Je n'ai pas exigé tout l'argent immédiatement. Je n'ai pas menacé d'action en justice. J'ai simplement précisé que le remboursement et la réconciliation étaient des questions distinctes. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pendant les jours suivants, Marion s'est occupée de Sophie pendant que je me rétablissais. Nina est passée après le travail et a apporté une aide pratique sans essayer de prendre le contrôle. Grand-mère s'est occupée du transport et est restée assez longtemps pour s'assurer que j'avais ce dont j'avais besoin, puis est retournée chez elle. Chaque personne a énoncé ses limites. Chaque personne a fait ce qu'elle avait promis. Le contraste était douloureux parce qu'il était si ordinaire. Personne ne s'est décrit comme mon sauveur. Personne n'a annoncé que la famille passait toujours en premier. Ils sont simplement arrivés quand ils avaient convenu d'arriver. Mes parents ont envoyé des photos d'Hawaï au groupe familial élargi. J'ai mis la conversation en sourdine avant de voir plus d'une image. Certains parents m'ont contacté après avoir entendu la version de mon père. Selon lui, ma grand-mère m'avait manipulé pendant que j'étais blessé, et j'avais riposté en mettant mes parents en danger financier. Je n'ai pas discuté avec tout le monde. J'ai envoyé une réponse factuelle à toute personne dont la relation comptait pour moi, mes parents étaient propriétaires de leur maison. Leurs dépenses de base étaient couvertes. Mes paiements avaient été déformés et redirigés. L'arrangement avait pris fin. Après cela, j'ai cessé de défendre ma décision. La convalescence m'a donné le temps de remplacer chaque supposition par un plan documenté. J'ai retiré mes parents comme contact d'urgence de Sophie. Nina a accepté de rester un contact local dans les limites de ses propres responsabilités. Grand-mère est devenue le contact familial autorisé à plaider pour Sophie, bien qu'aucune de nous ne prétendît qu'une femme de 81 ans devrait devenir la principale gardienne physique d'un nourrisson. L'agence de garde de nouveau-nés a fourni une structure de soutien professionnel rotative. J'ai augmenté la réserve d'urgence de Sophie. J'ai mis à jour les autorisations de garde et les documents régissants qui pouvaient prendre des décisions si je ne le pouvais temporairement pas. J'ai aussi changé les serrures. Mes parents avaient encore des clés de la naissance de Sophie. J'avais autrefois considéré ces clés comme la preuve qu'ils étaient assez proches pour aider. Maintenant, l'accès suivrait la confiance, et non l'inverse. La récupération physique a été lente. Je détestais avoir besoin que Marion soulève Sophie quand elle pleurait. Je détestais regarder quelqu'un d'autre accomplir les routines que j'avais mises en place. Les nuits difficiles, l'ancienne culpabilité revenait. Peut-être avais-je trop demandé à mes parents. Peut-être que mettre fin au virement était excessif. Peut-être que je devrais en restaurer une partie et garder une limite plus petite. Chaque fois que ces pensées venaient, j'ouvrais le dossier contenant les relevés. Non pas parce que j'avais besoin de me mettre à nouveau en colère,
mais parce que la culpabilité avait survécu pendant des années en faisant paraître les faits comme étant cruels. 3 jours après le retour de mes parents d'Hawaï, ils sont venus chez moi. Ils n'ont pas appelé d'abord. La sonnette a retenti peu après que Marion eut emmené Sophie à l'étage pour une sieste. À travers la caméra, j'ai vu mon père debout le plus près de la porte avec ma mère derrière lui. Mon père a essayé sa clé avant que je ne réponde. Elle ne fonctionnait plus. L'expression sur son visage m'a dit qu'il avait compris la limite avant que je n'ouvre la porte. Je les ai laissés entrer parce que je voulais une conversation directe. Je ne voulais pas d'une série de messages dans lesquels mon père pourrait éviter chaque question. Grand-mère avait proposé de venir. Je lui ai dit non. Si je maintenais cette limite, elle devait être la mienne. Mon poignet était toujours dans une attelle. M'asseoir trop vite me faisait encore mal aux côtes, mais j'ai pris la chaise faisant face au canapé et j'ai placé le dossier des relevés sur la table entre nous. Mon père est resté debout. « Tu as changé les serrures ?» ?»« Oui. » »« Sans nous le dire. »« Vous n'avez aucune raison d'entrer chez moi sans permission. Nous sommes tes parents. C'est une relation, pas une autorisation permanente. » Ma mère s'est assise. Elle avait l'air fatiguée, pas en danger financier, pas sans abri ni nourriture, juste fatiguée. Mon père a montré le dossier du doigt. Ta grand-mère t'a rempli la tête d'informations partiales. Les informations proviennent de vos relevés bancaires. Tu nous as donné cet argent. Parce que vous m'avez dit que votre maison et votre couverture médicale étaient en danger. Nous avions d'autres dépenses. Alors vous auriez dû demander honnêtement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aurais dit non. La pièce est devenue silencieuse. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de la raison pour laquelle il avait menti. Tu as raison, ai-je dit. Je ne vous aurais pas donné 4 900 $ chaque mois pour protéger Julien de subvenir à ses propres besoins. Tu ne comprends pas ce que ton frère a traversé. Je comprends que lorsque j'étais à l'hôpital, ses vacances comptaient plus que ma fille. Ma mère a regardé vers les escaliers. Nous aimons Sophie. L'amour n'était pas la question. La fiabilité l'était. Si nous avions su à quel point l'accident était grave. Vous saviez que j'avais une commotion et des fractures. Vous saviez que j'étais admise. Nous pensions que Nina pourrait rester. Je vous ai dit qu'elle ne le pouvait pas. Les yeux de ma mère se sont baissés. Mon père s'est finalement assis, mais le mouvement ne l'a pas rendu moins combatif. Quelles que soient les erreurs commises, tu ne peux pas soudainement retirer près de 60 000 $ par an de nos finances. Le chiffre a résonné différemment quand il l'a dit. Près de 60 000 $ par an. Pas une aide pendant une crise temporaire. Un revenu. Vous avez basé vos dépenses sur de l'argent obtenu par un mensonge. Nous avons basé les obligations familiales sur la contribution de chacun selon ses capacités. Alors qu'est-ce que Julien a contribué? Il cherche sa voie. À 31 ans, il n'a pas tes avantages. Il avait des parents qui le protégeaient des conséquences. J'ai eu des parents qui ont transformé ma compétence en facture. Ma mère a tressailli. Mon père, non. Que veux-tu, a-t-il demandé. Des excuses. Tu veux que nous te supplions. Je ne veux rien de vous financièrement. Je ne veux plus de fausses urgences. Je ne veux plus de visites impromptues, plus d'accès privé à ma maison et plus d'accès non supervisé à Sophie. Tu nous prives de notre petite fille. Je la protège de personnes qui ont déjà montré que leurs promesses dépendent de leur convenance. Ma mère s'est mise à pleurer. Pendant la majeure partie de ma vie, ses larmes avaient mis fin aux conversations difficiles. Quelqu'un la réconfortait. Le problème central s'adoucissait, et la paix revenait sans responsabilité. Cette fois, je l'ai laissé être contrarié. Mon père s'est relevé. Si tu fais ça, notre relation ne sera plus jamais la même. Je sais. Tu es prête à détruire cette famille pour de l'argent. Non, l'argent m'a montré ce qu'était déjà la famille. Il a attendu que je recule. Je ne l'ai pas fait. Derrière nous, le babyphone a transmis un son doux de la chambre de Sophie. La voix de Marion a suivi, calme et rassurante. Ma fille était en sécurité. Mon père n'avait plus le pouvoir de faire dépendre la sécurité de mon obéissance. Si vous ne pouvez pas accepter ces limites, ai-je dit, vous devriez partir. Ma mère l'a regardé, espérant peut-être qu'il choisirait différemment.
Il s'est dirigé vers la porte. Elle l'a suivi. Avant de partir, elle s'est retournée. Je n'ai jamais voulu ça. Je l'ai cru. Cela ne la rendait pas innocente. Tu as aidé à le maintenir, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Le silence après la fermeture de la porte était douloureux, mais il était net. Aucune négociation ne restait en suspens. Mon père ne m'a plus contacté directement après ça. Il a continué à dire aux autres que j'avais utilisé l'argent et l'accès à Sophie comme des armes. J'ai cessé de répondre aux rapports de seconde main. La date du virement est arrivée et est passée. Mes parents n'ont pas perdu leur maison. Leur assurance n'a pas disparu. Leurs charges sont restées connectées. Ce qui a changé, ce sont les dépenses qui n'avaient jamais été des nécessités. Ils ont cessé de financer les entreprises de Julien. Leurs voyages discrétionnaires ont pris fin. Leur foyer a commencé à fonctionner avec la pension et les revenus qu'ils avaient toujours possédés. Les conséquences sont arrivées sans mon intervention. Plusieurs semaines plus tard, un courriel de ma mère est apparu. L'objet ne contenait que 2 mots, comptabilité complète. En pièces jointes se trouvaient des relevés que ma grand-mère n'avait pas vus, ainsi qu'un document que ma mère avait préparé elle-même. Il listait chaque paiement reçu de moi et les principales dépenses qui avaient suivi. Son message ne me demandait pas de reprendre le virement. Elle a admis qu'elle savait que la maison était libre de dettes. Elle a admis que leur couverture pour retraités restait active. Elle a admis qu'elle avait regardé mon père décrire l'argent comme nécessaire parce que le confronter semblait plus difficile que d'accepter mon aide. Elle s'était dit que je pouvais me le permettre. Elle s'était dit que Julien en avait plus besoin. Elle s'était dit que préserver la famille exigeait le silence. Puis elle a écrit que le silence ne l'avait pas gardé neutre. Il l'avait placé du côté de mon père à chaque fois. J'ai lu cette phrase à plusieurs reprises. Elle ne réparait pas la relation, mais c'était la première chose que ma mère m'avait donnée sans me demander d'emporter une partie du poids. J'ai répondu par 3 phrases. J'ai confirmé que j'avais reçu les dossiers. Je lui ai dit que l'arrangement financier ne reprendrait jamais. J'ai dit que toute relation future dépendrait d'une responsabilité constante et du respect de mes limites. Elle a répondu qu'elle comprenait. Pour une fois, elle n'a pas ajouté de demande. Julien a mis plus de temps. 2 mois après le voyage, un dépôt est apparu sur mon compte. Il était bien plus petit que l'argent qu'il devait, mais la description l'identifiait comme le premier remboursement pour Hawaï. Il a appelé plus tard ce jour-là. J'ai trouvé un poste à temps plein, a-t-il dit. J'ai vu le paiement. J'en enverrai plus chaque mois. Merci. Le silence entre nous était inconfortable. Est-ce que ça arrange quelque chose, a-t-il demandé. Non. Au moins, tu es honnête. Le remboursement règle la question de l'argent. Il ne reconstruit pas la confiance. Je ne savais pas tout. Tu en savais assez pour éviter de demander. Il n'a pas argumenté. Ce n'était pas des excuses, et ce n'était pas une transformation, mais c'était la première fois qu'il restait dans une vérité inconfortable sans exiger que je la lui facilite. Notre relation est restée distante. Cette distance n'était plus quelque chose que je me précipitais pour réparer. Ma mère a commencé à reconstruire le contact lentement. Pendant des mois, elle a suivi les conditions que j'avais établies. Elle n'est pas arrivée à l'improviste. Elle n'a pas transmis de message de mon père. Elle n'a pas posé de questions sur l'argent. Quand elle n'était pas d'accord avec une limite, elle l'acceptait sans transformer le désaccord en culpabilité. Sa première visite à Sophie a eu lieu en présence de ma grand-mère et de moi. Sophie était plus âgée à ce moment-là, plus alerte, attrapant tout ce qui était placé près de ses mains. Ma mère s'est assise de l'autre côté de la pièce jusqu'à ce que je l'invite à se rapprocher. Quand j'ai placé Sophie dans ses bras, elle s'est mise à pleurer silencieusement. « Je suis désolée », a-t-elle dit. Pas pour m'avoir contrarié. Pas pour le malentendu. Pour ce qu'elle avait fait. Je sais, ai-je répondu. Le pardon n'est pas arrivé à ce moment-là. La confiance n'est pas revenue parce que ma mère tenait sa petite fille doucement. Mais un chemin étroit vers quelque chose de différent s'est ouvert. Mon père a choisi de ne pas l'emprunter. Il est resté convaincu qu'accepter mes limites signifierait renoncer à son autorité. Parce qu'il ne voulait pas approcher Sophie sans contrôle, il ne l'a pas approchée du tout. C'était sa décision.
Pour la première fois, j'ai permis qu'elle lui appartienne entièrement. Grand-mère est redevenue une partie régulière de nos vies. Elle n'a jamais essayé de remplacer mes parents. Elle n'a pas transformé son honnêteté en une revendication sur moi ou Sophie. Parfois, elle venait et discutait de la famille. D'autres fois, elle s'asseyait à côté du tapis de jeu de Sophie et parlait de choses ordinaires. Le registre rouge est resté avec elle jusqu'à ce que nous ayons fini de vérifier chaque transaction pertinente. Puis un après-midi, elle l'a apporté chez moi pour un dernier examen. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine pendant que Sophie dormait à proximité. Grand-mère a fermé le registre, a fixé l'élastique et a posé sa main sur la couverture. « Tu n'as pas besoin de ça pour te souvenir de ce qui s'est passé », a-t-elle dit. « Non. Et tu n'as pas besoin de continuer à le lire pour justifier ta décision. » Elle avait raison. L'épreuve m'avait apporté la clarté. Rouvrir la blessure à plusieurs reprises ne m'en apporterait pas plus. J'ai placé le registre fermé à l'autre bout de la table. Ce soir-là était la date mensuelle où l'ancien virement aurait autrefois quitté mon compte. Pendant 22 mois, j'avais vu 4 900 $ disparaître sous l'étiquette « soutien familial ». Cette fois, j'ai ouvert 3 comptes établis pour la garde, la protection d'urgence et l'avenir de Sophie. J'ai réparti la totalité des 4 900 $ entre eux. La confirmation est apparue à l'écran, le même montant, une destination différente. J'ai regardé vers Sophie. Elle dormait, une main posée à côté de son visage. Sa respiration était douce et régulière. Nina était listée parmi les personnes que je pouvais appeler en cas d'urgence. Grand-mère était autorisée à plaider pour Sophie. Marion et l'agence restaient partie intégrante d'une structure de garde professionnelle et fiable. Aucune d'entre elles n'avait promis de tout résoudre. Elle n'avait promis que ce qu'elle pouvait fournir, et l'avait fourni. La famille que j'avais perdue était en partie réelle et en partie quelque chose que j'avais construit avec de l'espoir, des obligations et des paiements automatiques. Faire le deuil a pris plus de temps que d'annuler le virement, mais le deuil ne dirigeait plus mes décisions. Le registre rouge reposait, fermé, sur la table. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais en sécurité. Cet argent avait autrefois été la preuve que je pouvais maintenir le confort de tous les autres. Maintenant, il protégeait la seule personne qui était réellement ma responsabilité, ma fille. Et enfin, moi.